Voilà, mon histoire personnelle et cinématographique commence à Angers en 1954. Et parce que mon père, qui était au départ instituteur puis ensuite journaliste, avait une caméra Super 8 et donc nous filmait, enfin moi, ma grande sœur, ma mère, très souvent pendant les vacances ou à d'autres moments d'année, et faisait des sortes de petits scénarios de films, des petites histoires à raconter, mais bon, en 2 minutes et demie, parce qu'une bobine de Super 8, ça doit durer à peu près 2 minutes et demie, 3 minutes. Et donc, toute ma vie, très petit, j'ai été habitué à voir des images donc projetées dans le salon de la maison sur un écran avec une caméra, un projecteur Super 8. Voilà, et donc mon père faisait assez régulièrement ces petits films. Voilà, donc ça m'a un peu accompagné. Je crois que la première bobine, ça doit être mes premiers pas à 1 an. Et puis ensuite, filmer régulièrement. Donc je me voyais un peu grandir aussi comme ça. Et ça a été mon premier contact avec le cinéma, voilà, qui a dû sans doute être marquant, vraisemblablement. Ensuite, je lui ai emprunté sa caméra beaucoup plus tard, quand j'avais 15-16 ans. Et j'avais fait un premier film, un court-métrage, avec cette petite caméra, où j'avais imaginé une histoire avec mes copains et mes copines de l'époque. C'était assez modeste, mais néanmoins, il y avait la volonté déjà de raconter une petite histoire et de faire un peu un film. Et c'est possible de manière un peu déconstruite aussi, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une envie de modernité un petit peu dans ce premier travail. Mon père étant journaliste, j'avais droit d'utiliser sa carte de presse, donc c'est pareil, dans l'adolescence, j'ai vu énormément de films à Angers, ville dans laquelle il y avait à l'époque 13 ou 15 cinémas, donc je passais mon temps au cinéma, hein, donc avec cette carte de presse, j'allais 3 à 5 fois par semaine en ville voir les films qui sortaient, des choses aussi bien commerciales qu'un peu moins commerciales, un peu déjà d'art et d'essai. J'ai pu voir les films de Bergman notamment qui passaient dans une salle d'art et d'essai d'Angers, et mon intérêt pour le cinéma s'est un peu construit avec ce système de carte de presse et d'entrée gratuite, puisque ça ne me coûtait rien. Ensuite, à l'âge de 17 ans, je suis allé au Festival d'Avignon, qui à l'époque, pendant l'été, donc du 14 juillet au 14 août, donc c'était un festival de théâtre, mais aussi de cinéma. Jacques Robert, qui était un animateur de ciné-club assez connu à l'époque, animait ce festival de cinéma d'Avignon, où j'ai pu, à 17 ans, donc voir 300 films en un mois. Je m'étais installé dans une tente de camping d'Avignon, sur l'île de la Barthelasse, pour ceux qui connaissent, et j'allais les projections commençaient à 14h jusqu'à 2h du matin, la dernière séance étant à minuit. On ressortait de là à 2h du matin, et donc je voyais 6 séances par jour, 6 longs métrages, beaucoup de courts métrages, ce qui fait que je les avais comptés entre les courts métrages et longs métrages, ça faisait 300 films dans l'année. Voilà, où j'ai pu découvrir tous les films de Kurosawa, Akira Kurosawa, j'ai pu découvrir le cinéma des comiques américains, donc Buster Keaton, Harry Langdon, Chaplin, W.C. Fields. Voilà, donc ça c'était assez extraordinaire de voir aussi tous ces films-là. C'était une espèce d'overdose de cinéma, quoi. Et ça c'est assez intéressant parce que quand on voit tant de films que ça, tant d'images, des films si différents, des auteurs si différents, on n'est plus consommateur d'un film, mais on s'immerge dans la planète cinéma, dans des styles différents. Et donc on commence à regarder un peu la mise en scène. C'est-à-dire qu'on est moins victime, si je puis dire, de l'histoire qui vous prend par la main, mais on commence à regarder un peu comment les images sont faites, comment c'est tourné, etc. Et donc ça, c'est assez passionnant, sans compter qu'entre chaque film, les gens sortaient prendre un café, manger un sandwich et discutaient. Donc il y avait déjà des cinéphiles qui étaient là et ça permettait d'échanger des idées sur le cinéma. Donc ça, c'était une expérience très forte et très importante pour moi. Et il y avait le 3e programme pendant cet été, donc 71, c'était le jeune cinéma. C'était à l'époque, les années 70, un peu après 68, où énormément de réalisateurs français tournaient, sans arrêt, avec des caméras 16 mm qu'on pouvait emprunter facilement, de la pellicule que l'ORTF, l'ancienne ORTF, sortait en douce et donnait aux jeunes réalisateurs en question. Jean Rouge qui prêtait sa caméra éventuellement. Donc il y avait énormément de films qui se tournaient. Et il y avait eu, quelques mois avant à Hyères, le festival de Hyères,
qui était un festival très important sur le jeune cinéma, où donc on pouvait découvrir aussi bien les films de Luc Moulet que de Marguerite Duras, que de Chantal Akerman, de Philippe Garrel, de Yvan Lagrange, de Jacques Robiol. Enfin bon, il y avait un nombre de réalisateurs considérables qui tournaient comme ça en 16 mm. Et c'était des films très différents parce que ça commençait à être un peu déconstruit. Avec 68 qui avait remis en question et à plat beaucoup les arts en général. Ces films-là ne racontaient plus une histoire. On était des fois dans des métaphores, dans des univers un peu contestataires aussi. Et c'était assez fascinant pour moi parce que je n'étais pas habitué du tout à ça, parce que moi je voyais mes films classiques à Angers, les films commerciaux, et c'était très étonnant et très marquant de découvrir ce cinéma moderne qu'on appelait donc le jeune cinéma, ou le cinéma différent, ou le cinéma expérimental, ou underground. Enfin, il y avait tout un tas de mots pour qualifier ce cinéma-là, qui venait un petit peu des États-Unis. Hein. Les premiers à faire ça, c'était Jonas Mekas, c'était Andy Warhol, Kenneth Anger, voilà, jusqu'à Norman McLaren. Enfin bon, ça venait un peu des États-Unis, mais ça s'était largement répandu en France aussi. Donc là aussi, il y avait des réalisateurs. Donc j'ai fait connaissance de quelques jeunes réalisateurs à Avignon, dont Jacques Robiol, qui était un personnage assez marrant, qui avait joué comme acteur dans les films de François Truffaut, et qui s'était mis à réaliser lui aussi des films en 16. Donc il avait projeté, son premier film s'appelait Réflexions faites dans un buffet Henri II. Ensuite, il y avait Les yeux de maman sont les étoiles, qui avait eu un prix à hier, justement. Le train de Transylvanie, enfin des films très, très étonnants où il tournait chez lui dans son appartement avec les gars, les filles qui passaient là, dans des costumes un peu hippies. Enfin, c'était assez marrant, hein, cette époque-là. Donc ça m'a conforté dans l'envie de faire des films et de devenir un peu auteur moi-même de films. Sachant que, pour moi, le cinéma, c'est beaucoup une position d'auteur, pas tellement de réalisateur qui raconte une histoire que d'un auteur qui va s'exprimer, faire partager avec son public un peu sa vision des choses. On est plus proche là du roman. C'est pour ça que pour moi le cinéma, tel que je le pratique, c'est un petit peu une rencontre entre la littérature et la peinture. La peinture parce que le cinéma est un art plastique, comme le disait Langlois, c'est le cinéma au début. Pendant 30 ans, était muet, donc on n'avait que l'image pour consommer un film, on s'appuyait que sur l'image, donc c'est dans ce sens-là que c'est un art plastique. Il n'y a pas besoin des dialogues pour s'exprimer, pour faire passer ce qu'on voulait faire passer. Le spectateur regardait ces images et comme un chien comprend si son maître est content, pas content, s'il veut le sortir ou pas, le spectateur comprend aussi un film par les images, donc c'est un art plastique. Voilà, donc pour moi le cinéma c'est un peu ça. C'est à la fois un art plastique dont on est le peintre avec son pinceau et puis en même temps un écrivain avec son stylo qui va raconter son histoire, se révéler un petit peu à travers son roman, son livre et là en l'occurrence son film. Voilà. Donc ça c'est déjà un premier petit segment pour me raconter à travers le cinéma. Et rentré à Angers après cette expérience d'Avignon, en 71, je me suis inscrit dans un ciné-club qui était un ciné-club catholique de la ville d'Angers, géré par un bon docteur catholique bienfaiteur, et qui avait monté ce ciné-club et qui projetait tous les jeudis un film dans un des cinémas de la ville. Donc c'était une grande salle avec un orchestre et un balcon. Les garçons se mettaient à l'orchestre et les filles au balcon. Parce qu'évidemment, comme c'était une institution un peu catholique, ce ciné-club, il ne s'agissait pas de mélanger les filles et les garçons. Voilà. Alors moi, bien évidemment, avec quelques copains, quand la lumière s'éteignait, on se dépêchait de monter par les escaliers de la salle et de rejoindre le balcon où se trouvaient les filles pour voir les films. Donc c'était ces rencontres avec les classiques dans ce ciné-club était aussi une émotion un peu érotique puisque c'était lié avec ces rencontres avec les filles. C'était l'occasion de rencontrer les jeunes filles d'Angers. Voilà. Mais on voyait des films, évidemment, le programmateur de ce ciné-club projetait des films tout à fait moraux, hein, que ce soit
La loi du silence d'Hitchcock, où c'était une question morale avec un prêtre, que Le journal d'un curé de campagne, que 12 hommes en colère, Les raisins de la colère, les films de John Ford, voilà, qui sont assez moraux quand même aussi. Mais c'était quand même des films d'auteurs, donc de grands réalisateurs, ce qui m'a permis déjà c'était ma première cinémathèque à moi, c'est-à-dire de découvrir les premiers auteurs de films. Il y avait oui, donc j'ai dit le journal du curé de campagne, Mouchette de Bresson, tout ça. Donc c'est quand même des grands auteurs et c'était assez fascinant. Donc ça crée aussi une certaine exigence. Ça voulait dire que les films que j'aurais envie de faire ensuite seraient plutôt des films quand même d'auteurs que des films purement commerciaux de distraction comme ceux que je pouvais voir au cinéma le reste du temps, qui étaient des films à l'époque avec Belmondo, Delon, c'était Borsalino, c'était Le Petit Baigneur, La Grande Vadrouille, enfin c'était ces films-là. Alors, moi, c'est pas tellement ça qui me tentait, vu que j'avais eu accès à un autre type de cinéma. Alors ensuite, donc j'étais déjà un petit peu, j'étais très proche des organisateurs de ce ciné-club, qui d'ailleurs, ces dames un peu âgées qui s'occupaient de ça avaient écrit le proviseur de mon lycée pour demander s'ils pouvaient me faire confiance et m'intégrer un peu à l'organisation du ciné-club. C'est assez marrant parce que je suis allé la semaine dernière dans ce lycée faire une masterclass et les gens du lycée, de l'administration, m'ont sorti cette lettre que j'ignorais et qui était assez amusante, et le proviseur lui avait répondu que j'étais un garçon de confiance sympathique et qu'il pouvait tout à fait me confier un poste de responsabilité dans ce ciné-club. C'est assez rigolo. Voilà, et puis ensuite j'ai monté mon propre ciné-club parce que grâce à mon père qui était, comme je l'ai dit aussi, proche de la Fédération des œuvres laïques en tant qu'ancien instituteur, j'ai eu accès à une salle de cinéma, une petite salle équipée en 16 à Angers, qui devait avoir, je sais pas, une vingtaine de places à tout casser, mais un projecteur 16 mm. Et donc là, je commandais des films à Paris afin de présenter ces films-là au public angevin. Alors du coup, je m'étais un peu éloigné du ciné-club catholique et j'avais envie de présenter plutôt des films plus contestataires que ça. Hein. Donc je me souviens que j'avais présenté Othon de Straub, que j'avais fait venir des jeunes réalisateurs justement que j'avais rencontrés à Avignon, Patrice Hénard, qui avait fait des films qui s'appelaient Différence et Répétition, qui étaient quand même assez... comment dire, qui sortait un peu de l'ordinaire. Ça ressemblait, c'est du cinéma qui ressemble un peu à de la musique concrète, on va dire. Hein. Donc c'est pas évident pour le spectateur lambda. Mais ça donnait lieu à des joutes oratoires et à des discussions justement à la fin de la projection qui étaient intéressantes. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était de pouvoir échanger des idées et imposer peut-être déjà un certain point de vue sur le cinéma qui m'intéressait. Voilà, donc Patrice Hénard, il y avait aussi Philippe Bordier qui était un réalisateur de Bordeaux, parce qu'à cette époque-là, dans les années 70, il y avait tout un petit groupe de cinéastes à Bordeaux comme ça qui essayaient de faire du cinéma un peu sur les traces de Tel Quel et de Philippe Solers. Donc c'était assez contestataire et assez engagé politiquement, pour ne pas dire franchement maoïste. Voilà, donc ça c'était assez rigolo, ça provoquait des discussions. Le ciné-club ensuite, la salle rue Grandet où je projetais ces films étant pas très grande, j'ai eu accès à une salle plus grande dans une MJC qui s'appelle la MJC de l'Arceau, où là on pouvait faire les projections aussi dans une salle où on pouvait accueillir du coup 50 ou 60 personnes et beaucoup de jeunes notamment, puisque c'était une maison des jeunes. Donc les débats après avaient lieu là et c'était assez animé. Voilà. Donc tout ça était excitant. Je m'étais rapproché aussi du Caméra Club d'Angers où il y avait des gens qui se réunissaient pour projeter leurs films. Ça m'intéressait moins parce que c'était plus des films de vacances de gens d'un certain âge. Voilà, mais enfin j'ai participé un peu à ça. Il y avait aussi un professeur de cinéma aux Beaux-Arts d'Angers qui était assez sympathique. Avec lequel on échangeait des idées aussi sur le cinéma. Et puis surtout, je venais à Paris souvent voir ma sœur, qui elle avait 15 ans de plus que moi, était déjà mariée à Paris, installée. Et je venais passer facilement 5 ou 6 fois par an des petits séjours d'une semaine chez elle pendant les vacances. Et j'en profitais là pour voir aussi à nouveau 5 films par jour. Donc j'épluchais Pariscope, l'officiel des spectacles, et je cochais, je calculais les horaires pour pouvoir avoir le temps de me déplacer d'un film à l'autre dans Paris en prenant le métro. Des fois, je ne me rendais pas bien compte, je traversais Paris dans tous les sens
pour aller voir tel ou tel film, mais c'était assez excitant aussi, toujours avec cette idée de voir plusieurs films par jour, pour ne pas subir juste le spectacle d'un seul film, mais pour justement passer, un peu comme dans une galerie d'ailleurs, où les artistes sont accrochés les uns à côté des autres, et ce qui est intéressant, c'est l'espace qui peut se dégager entre deux toiles, peut-être plus que les toiles elles-mêmes parfois. Donc, pareil, là, je voyais des films très très différents, aussi bien anciens que de Jerry Lewis ou des westerns ou autres. Voilà. Et puis, alors, très naturellement, après mes études, j'ai raté mon bac parce que j'allais justement tellement au cinéma que j'étais un peu moins tourné vers les études. Et à 18 ans, j'avais absolument plus envie de rester au lycée. Il n'était pas question pour moi de refaire une année de plus. Donc j'ai fait une croix sur ce bac qui ne m'intéressait pas tellement finalement. Et je suis venu à Paris m'installer pas très loin de chez ma sœur qui pouvait m'accueillir. Et donc c'est comme ça que je suis allé à la Cinémathèque très régulièrement, parce que j'ai découvert que cette cinémathèque au Palais de Chaillot et à la rue d'Ulm me permettait là de voir carrément les 5 films par jour, mais toute l'année. Voilà, il y avait des programmes assez excitants. Langlois éditait parfois des programmes, des grandes feuilles comme ça, dans lesquelles il y avait les programmes sur 3 mois de cinémathèque. Et alors là, c'était comme un gourmand qui s'égare dans une pâtisserie. C'était extraordinaire, parce qu'il y avait tout le cinéma qu'on pouvait revisiter. Hein. Voilà, de Hitchcock à Fritz Lang, à Buñuel, à Bergman, Kurosawa, à Fellini, enfin bon, et y compris les moins connus aussi. La grande excitation étant justement de découvrir ce qu'on ne connaissait pas. Et là, à la Cinémathèque, c'était un lieu non seulement où on pouvait voir les films, mais où justement on rencontrait aussi d'autres gens, parce qu'entre 2 séances, il y avait ce grand hall dans lequel on pouvait s'asseoir sur des banquettes ou fumer dans le hall. Et les gens se rencontraient, sympathisaient. On pouvait presque monter un film à la Cinémathèque, parce que il y avait des apprentis réalisateurs, il y avait des apprentis chefs opérateurs, des ingénieurs du son. Enfin, pour peu qu'on y aille régulièrement comme moi, assez vite on pouvait constituer une équipe. Ça, c'était assez marrant. Et y compris aussi rencontrer des jeunes acteurs ou des jeunes actrices qui venaient là-bas. Donc ça, c'est une période extrêmement excitante, mais comme ça commençait à coûter assez cher, j'ai assez vite essayé de travailler à la Cinémathèque pour pouvoir voir tous ces films sans avoir besoin d'avoir un budget forcément aussi important. Et c'est comme ça qu'Henri Langlois m'a engagé comme assistant à la Cinémathèque, alors où je faisais beaucoup de choses, mais ça, j'étais pas le premier. Il y a beaucoup de gens qui étaient passés à la Cinémathèque comme assistant avant moi, hein, que ce soit Volker Schoendorf, Bertolucci, voilà, donc Langlois avait l'habitude d'engager des jeunes pour porter les boîtes, pour passer des coups de téléphone, pour l'amener en voiture à tel ou tel endroit, pour déchirer les tickets, pour recevoir les gens, pour faire la caisse. Enfin, c'était très varié. Mais surtout, ça permettait, dès que les gens étaient rentrés dans la salle, d'aller à son tour voir les films. Alors souvent, on ratait le début. Mais ça, c'était pas mal, parce que justement, si on prend un film au milieu, là aussi, on voit la mise en scène. C'est-à-dire qu'on n'est pas pris par l'intrigue qui vous prend par la main et en général ne vous lâche qu'à la fin du film. Si on rentre et qu'on voit 10 minutes d'un film, là, pour le coup, on voit la performance des acteurs, on voit la mise en scène, les mouvements de caméra, l'éclairage, la photo, et on est vraiment en contact avec la mise en scène pure. Et ça, c'est une vraie école. Enfin, c'est la meilleure des écoles. Voilà, puis c'est pareil, la programmation de Langlois était faite de telle manière que les films se suivaient dans la journée, ne se ressemblaient pas. Enfin, il y avait des correspondances secrètes que lui avait mises dans ses programmes, mais il fallait les deviner, parce que c'était des correspondances un peu secrètes et mystiques. C'était assez amusant, mais c'était jamais par hasard. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, un film de Philippe Garrel pouvait répondre à un film de Méliès, ou un film de Godard, voilà, il y avait des correspondances qu'il fallait deviner d'un film à l'autre. Et ça, c'était aussi plein d'enseignements. Et puis le contact avec Langlois, bien sûr, qui était dans cette cinémathèque la plupart du temps assis dans le hall, et avec lequel on pouvait parler comme ça, justement, des réalisateurs du cinéma,
Voilà, il donnait des cours aussi de cinéma le samedi matin pour Nanterre. Donc il y avait les étudiants de Nanterre qui venaient, donc je profitais aussi de ces cours qui se passaient souvent en projection, c'est-à-dire qu'il faisait mettre des fils sur les, sur les perfos des bobines et le projectionniste projetait 5 minutes ou 3 minutes d'un film du fil de début au fil de fin et c'était ces projections qui tenaient lieu de cours un peu. Voilà. Après il en parlait bien évidemment, mais c'était ce qu'il appelait les anticours. Voilà, ces anticours ont été filmés d'ailleurs par un Canadien. Il y a plus de 2 heures de film d'entretien avec Langlois qui sont absolument passionnants. Et la Cinémathèque d'aujourd'hui nous a laissé souvent espérer qu'ils allaient les éditer en DVD. Et malheureusement, c'est toujours pas le cas. Donc les anticours de Langlois sont pas visibles. Enfin, moi, j'en ai une copie en VHS, heureusement, mais pas de très bonne qualité. Et puis tous les écrits de Langlois aussi, puisqu'il écrivait quand il était jeune, surtout beaucoup d'articles sur le cinéma, des poèmes aussi. Je crois qu'il y a 14 cahiers d'écrits de Langlois qui aussi devaient être édités et n'est toujours pas édité. Il faut expliquer que la Cinémathèque d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de Langlois. Celle de Langlois était une cinémathèque un peu autocratique, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il dirigeait d'une main, comment dire, pleine de maîtrise, avec sa compagne Mary Merson. Mais aujourd'hui, c'est une cinémathèque beaucoup plus policée, qui est un peu sous la coupe rangée du ministère de la Culture, et évidemment l'image de Langlois leur est très profondément désagréable, hein. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas du tout revenir à cette cinémathèque libre qui était un peu anarchique et où les metteurs en scène se sentaient chez eux et où tout était un peu possible. Donc là, ça leur plaît pas du tout, et donc dès qu'on évoque Langlois, c'est un vrai malaise et un vrai problème pour eux, hein. Donc ils essayent de discréditer autant que possible l'œuvre de cet homme, bien qu'eux en bénéficient, parce que les nombreux directeurs de la Cinémathèque aujourd'hui, qui sont, je crois, assez bien payés, s'ils le sont aujourd'hui, c'est quand même grâce aux 50 000 films qu'Henri Langlois, Mary Merson, Lotte Eisner et les autres collaborateurs ont collectés au fil des années, pendant 40 ans. Voilà, alors c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs ce film qui s'appelle Le fantôme d'Henri Langlois, et qui raconte cette histoire de la Cinémathèque et de Langlois de 1936 à 1977, c'est-à-dire à sa mort, et qui sont 40 années absolument magiques, d'une vraie passion, au sens de passion du Christ, on peut dire, puisque Langlois est mort pauvre, épuisé de tous ses efforts et de solitude et de persécution absolument de la part de toutes les institutions. Donc ce film, Le fantôme d'Henri Langlois, a été présenté à Cannes en sélection officielle. C'est un film qui dure 3h30, qui a été présenté dans le monde entier, dans de très nombreux festivals internationaux, qui a été projeté dans des cinémas en Amérique. Le DVD circule en Amérique également d'ailleurs. Et le seul endroit, je crois, sur la planète où le film est malvenu, c'est à la Cinémathèque française. Voilà, ce qui est quand même un petit peu un comble. Mais c'est la vérité. Voilà, mais enfin le film existe, il existe en DVD, on peut l'acheter facilement, et c'est un film non seulement qui raconte l'histoire de Langlois, non seulement on le voit lui beaucoup, parce qu'évidemment j'ai mis beaucoup d'archives où il s'exprime sur le cinéma, et ça c'est assez fabuleux parce qu'on a l'impression d'un dialogue direct entre Langlois et le spectateur, mais c'est aussi une histoire du cinéma, parce que évidemment tous les films qui sont évoqués au cours de ces 3h30 retrace en gros quand même les 100 ans de cinéma dont il s'agit. Donc on peut voir des extraits des films de Méliès, de Chaplin, de Fernand Léger, de Buñuel, enfin voilà. Donc c'est pour un jeune qui s'intéresse ou qui découvre le cinéma, ce film est aussi une véritable initiation au cinéma. Voilà, donc j'en reviens à mon cas personnel. Arrivé à Paris donc en 73, je fais d'abord des petits boulots parce qu'il le faut bien. Mon père, qui est donc journaliste, me trouve un travail au journal L'Équipe pour gagner un peu d'argent comme pigiste, et où il fallait que je récupère les résultats des matchs de foot le dimanche soir pour les communiquer aux journalistes, pour faire des articles, etc. Bon. Ça rapportait un petit peu d'argent, pas beaucoup, mais c'était surtout très ennuyeux et très loin du cinéma, donc ça m'a très vite gonflé.
Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait un peu le forcing à la Cinémathèque pour me faire embaucher, c'était pour me rapprocher plus du cinéma et surtout ne pas faire un boulot alimentaire qui s'en serait éloigné. Se faire engager à la Cinémathèque n'était pas facile au départ, parce que comme je le disais, beaucoup de gens voulaient faire ça. Langlois était très, très sollicité par beaucoup de monde. Il n'était pas facile de le voir parce que malgré tout, même s'il était souvent à la Cinémathèque, il n'y était pas non plus tout le temps. Donc il fallait quand même au moment où on y allait qu'il soit là, c'était pas évident. Et puis surtout, il n'avait plus beaucoup d'argent puisque 68 était passé par là. Malraux avait essayé de le virer. Ils n'y avaient pas réussi grâce à la mobilisation de tous les cinéastes du monde entier qui avaient voulu sa réintégration, mais on l'avait réintégré mais en lui coupant les vivres, donc il n'avait plus tellement de budget. Donc le personnel de la Cinémathèque à ce moment-là était passé de 75 à 15 personnes. Donc engager quelqu'un, c'était donc pas évident. Mais enfin, comme je vous l'ai expliqué, j'étais très très motivé. J'ai réussi à me faire engager au bout de quelques semaines. Voilà, et puis je suis, à partir du moment où on était accepté par Langlois et Méry Merson, on faisait partie de la famille. Voilà, c'est-à-dire qu'autant ils étaient assez méfiants avec les gens qu'ils ne connaissaient pas, ceux qui avaient été acceptés rentraient dans la famille Langlois. Donc ça, c'était intéressant parce qu'on mangeait ensemble, il y avait des repas interminables et surtout on avait une famille, ce qui était quand même bien parce que moi, si j'avais toujours ma famille, mes parents en Angers, là j'avais à travers Langlois et Méry ma famille en cinéma, ce qui était quand même important. Et Langlois, d'ailleurs en m'engageant, m'a dit je vous fais rentrer à la Cinémathèque, mais dans un an vous ne serez plus là. Alors j'étais un peu surpris de cette remarque. Il me dit non, dans un an vous ne serez plus là, vous serez en train de tourner un film. Et il faut dire que c'est ça qui était assez magique et formidable aussi chez Langlois, c'est qu'il a encouragé chaque fois, quand il sentait un jeune qui avait une sorte de vocation, il l'encourageait à tourner assez vite. C'est-à-dire que pour nous, à 20 ans, ça paraissait difficile de faire un film parce qu'on savait qu'il fallait une équipe, qu'il fallait de l'argent, qu'il fallait des moyens, un producteur si possible, donc ça paraissait presque inatteignable. Or, Langlois était celui qui vous expliquait que pour faire un film, il suffisait d'avoir une caméra, d'avoir 3 copains, avec finalement pas grand-chose, on pouvait faire un premier film. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Il m'a donné ce courage de dire que je peux prendre une caméra et faire un premier film. Alors ce premier film, ça s'est appelé Né au départ, et puis aujourd'hui je l'ai rebaptisé Le Vivarium. Ça a été un film justement qui s'est fait au sortir de ce que j'expliquais avant, c'est-à-dire de tout ce cinéma moderne, en rupture, non narratif que j'avais vu et qui m'avait fortement impressionné. Et donc j'avais pas du tout envie de raconter une histoire. Et justement la question que je me posais, c'était comment peut-on faire un film sans raconter une histoire et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ça a été donc le prétexte à ce film que j'appelais Né comme négation, parce que j'étais à l'époque, je vous dis, plutôt marxiste-léniniste, donc avec les théories hegéliennes de la thèse, de l'antithèse, de la synthèse, voilà, et que donc le film était une sorte de négation de ce qui existait déjà. Donc c'était un peu mystérieux pour les gens, ce film qui s'appelait Né, c'est-à-dire que c'était le début d'une négation, mais le mot n'allait pas jusqu'au bout, ça n'en était que la première syllabe. Et j'ai proposé à Michael Lonsdale, que j'avais rencontré à la Cinémathèque, qui venait souvent, qui était assez proche aussi de Langlois et de Méry. Je suis allé vers lui et je lui ai demandé s'il serait d'accord pour tourner dans un film avec moi. Il a tout de suite dit oui, parce que Michael avait l'habitude de rendre service comme ça aux jeunes réalisateurs. Moi, j'avais vu dans les films de Marcel Hanoun, que j'aimais beaucoup, qui est un metteur en scène aussi assez moderne dans le genre, malheureusement très méconnu aujourd'hui. Et c'est pareil, les gens qui ont le pouvoir de montrer les films oublient largement ce pauvre Marcel Hanoun, qui malgré tout a une œuvre assez considérable. Et moi, j'avais vu L'Automne de Marcel Hanoun, qui était un film très passionnant, où Lonsdale jouait à la fois le rôle du metteur en scène, mais était aussi l'acteur du film. Et tout le film se passait sur une table de montage, où avec sa monteuse, il discutait du film à faire, et la caméra était à la place de la table de montage. C'est-à-dire que la caméra était le film en train de se faire. Voilà, donc c'était assez amusant.
Et c'était aussi une expérience assez limite. Voilà, donc Michael Lonsdale me dit d'accord. À l'époque, je connaissais un peu Fabrice Lucchini, qui était un ami de ma sœur. Et Fabrice était un jeune comédien qui avait peu tourné. Il avait tourné à l'époque, je crois, Tout peut arriver de Philippe Labro, qui était un film commercial mais qui n'avait pas marché. Il avait tourné dans Les Contes immoraux de Borovji, qui est un très beau film, mais qui était resté un peu confidentiel. Et puis, il avait fait un autre film aussi. Si, il avait fait Le Genou de Claire, qui est là un film absolument magnifique avec Éric Rohmer, qu'il avait fait un peu connaître, mais pas forcément bien. C'est-à-dire que les gens disaient, n'aimaient pas du tout Lucchini, qui trouvait-il parlait faux. Et donc il y avait énormément de gens qui détestaient Fabrice Lucchini. Alors c'est assez amusant parce qu'après c'est précisément sa diction si particulière qui a fait son charme et qui a fait que les gens finalement l'aiment beaucoup aujourd'hui. Mais à l'époque c'était pas le cas, Fabrice tournait pas beaucoup et donc l'idée de faire un film même pas payé était assez évidente pour lui. Voilà, et j'embarque aussi Catherine Ribeiro, qui était là aussi une amie de ma sœur, une chanteuse très engagée à l'époque. Pas tellement dans le marxisme-léninisme, mais plutôt, elle était plutôt trotskiste. Et voilà, donc j'embarque tout ce petit monde dans un studio assez vide, un peu comme ici. Et la question que je leur pose, c'est, je mets en route la caméra et je leur dis... Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire devant une caméra, puisque vous êtes soi-disant des acteurs, sans texte ni scénario, qu'est-ce que ça va donner? Alors ils étaient assez décontenancés fatalement, mais chacun à sa façon. C'est ça qui est amusant dans le film, c'est que Lonsdale, qui avait l'habitude lui de tourner dans des films, je l'ai dit, un peu particuliers, il avait tourné aussi ce film incroyable avec Jacques Rivette qui s'appelle Out One et qui dure 12 heures, qui n'a été projeté que 2 fois d'ailleurs dans une salle de cinéma. C'est un film que j'adore, qui était un film aussi tourné en totale improvisation. Donc Michael Lonsdale n'était pas du tout démonté par la situation et comment dire, il a surfé sur la vague assez habilement, avec beaucoup de plaisir. Alors que Lucchini, qui lui était un apprenti acteur qui sortait des cours de théâtre, ayant appris à répéter un texte, etc. longuement, était totalement déstabilisé par ce système d'être devant une caméra sans avoir de dialogue à dire et sans avoir de rôle à jouer. Et ça donne une espèce de duo très très rigolo assez vite entre Lonsdale et Lucchini. Et Ribeiro également, qui elle pense qu'elle est en position de délivrer un message politique et essaie, elle, de prendre un troisième créneau sous cet angle-là. Voilà, donc c'est très très amusant. C'est un film pas évident parce que la plupart des gens, il y a un journaliste qui avait écrit, je crois, le film de Jacques Richard et le prototype du film tuant qui vide une salle en 5 minutes. Donc c'était assez radical comme critique. Mais c'était aussi l'idée, hein, un peu comme les films que j'avais présentés dans mon ciné-club quelques années plus tôt, qui était de faire des films qui permettaient la réaction du spectateur, sa déstabilisation, le mettre dans une position un peu inconfortable et voir ce qu'il en ressort et ce que ça donne à l'arrivée. Donc ça, de ce point de vue-là, c'était très réussi. Le film a fait énormément de festivals et à chaque fois, il y avait les pour, il y avait les contre. Et c'était un peu ce que je cherchais, en fait, finalement. Voilà, donc ça a été le premier film. L'année suivante, j'ai essayé de faire la suite parce que c'était toujours cette idée d'un travail in progress, donc en progression, et j'ai repris les mêmes. Lonsdale, Lucchini et Yagat Vanier, qui était une amie comédienne aussi qui jouait dans le premier film. Ribeiro, elle n'était plus là parce qu'elle était partie sous d'autres cieux, retournée vers la chanson, et puis je crois que l'expérience n'avait pas trop plu, ça avait été assez inconfortable pour elle. Et la Cinémathèque ayant été en travaux cette année-là, en 1976, j'avais demandé à Langlois si je pouvais utiliser la salle de la Cinémathèque qui n'avait plus de fauteuils pendant quelques semaines comme studio de cinéma. Alors en plus, l'écran de Chaillot à cette année-là avait été poignardé, c'est-à-dire qu'il y avait un fou un soir qui a une projection d'un film avec Elvis Presley qui était, je crois, le Rock du Bagne, s'était précipité sur l'écran et avec un grand couteau avait poignardé l'écran et fait une brèche assez importante dans cet écran. Langlois était évidemment
comment dire, totalement démoralisé par cet acte brutal. Il pensait d'ailleurs un peu en bon paranoïaque que c'était peut-être l'extrême droite qui avait envoyé un agitateur pour faire de la provocation et dire après d'autant plus facilement que la Cinémathèque était un repère d'anarchistes ou de gens destructeurs. Donc il a tenu à continuer les projections, surtout pas que ça s'arrête, parce que ça aurait été ce qu'auraient voulu les soi-disant provocateurs. Et il avait simplement recadré un petit peu l'image, un peu plus haut dans l'écran, de façon à ce que cette brèche, cette béance soit en dessous de l'image et non pas au milieu de l'image des films. Et comme Langlois n'est pas trop de sous, je l'ai déjà dit, pour refaire un écran qui coûte quand même assez cher, l'écran de la Cinémathèque est un bel écran carré, idéal pour les films muets dont le format est carré précisément, mais très très grand. Donc changer l'écran coûtait très cher. Donc ça a mis 1 an avant d'être changé. Et donc quand il y a eu ces travaux de la Cinémathèque, j'ai utilisé la salle comme studio de cinéma pour tourner le deuxième volet de Né, et deuxième volet que j'ai appelé les écrans déchirés, justement, avec cet effet de miroir entre l'écran réellement déchiré et puis ces écrans de la représentation que j'estimais, moi, quelque part déchirés en deux, entre le cinéma commercial et le cinéma révolutionnaire. Ce deuxième tournage était assez rigolo parce que Lucchini et Lonsdal, entre-temps, avaient accepté le principe qui était le mien, et Fabrice s'est montré beaucoup plus à l'aise dans ce temps suspendu de tournage et s'est livré à certaines improvisations qui sont aujourd'hui le fait de son style, que tout le monde connaît. C'est assez rigolo. C'est pour ça qu'ensuite j'ai réuni en 2007 ces 2 films, qui était à mon avis un petit peu trop long pour être appréciable, parce que Né faisait 1h20 et les écrans déchirés faisaient 40 minutes, donc ça faisait 2 heures de film, quasiment insupportable à regarder aujourd'hui. Donc je les ai remontés avec une première partie issue de Né, la deuxième des écrans déchirés, mais maintenant le film fait 1h05 et on en a, je crois, toute la quintessence et tout le plaisir de cet acte un peu moderne qui avait été le film. Donc ça, ce nouveau film issu des 2 précédents, donc ce nouveau film qui s'appelle Le Vivarium, existe. On le trouve aussi en DVD et est assez jubilatoire parce que on a, je crois, vraiment la partie plaisir du film et un peu moins la partie emmerdante. Mais on remarquera donc que ce premier film était déjà un long métrage, 1h20, Né, montré dans plein de festivals. Alors il n'est pas sorti en salle parce que ce n'était pas possible de sortir ce film-là en salle à l'époque, mais il a fait énormément de festivals, donc à chaque fois il y a eu de la presse, on en a beaucoup parlé, ça m'a fait un peu remarquer, etc. Donc j'en ai fait un deuxième après, donc un deuxième long métrage. Alors que souvent, le parcours classique d'un jeune réalisateur, c'est de se faire la main avec des cours et de faire après, le moment venu, un long métrage. Moi, j'ai fait le contraire, j'ai fait d'abord 2 longs et j'ai fait ensuite des cours sur le principe de la nouvelle, c'est-à-dire en faisant des durées courtes. Mais ce deuxième long métrage, qui s'appelle Le Rouge de Chine, était un film en noir et blanc cette fois-ci et comment dire, plus poétique. C'est-à-dire que j'avais quitté le premier stade un peu malarméen de se demander un petit peu ce qu'on pouvait faire, mais de commencer à être un peu plus positif et à faire réellement des images, mais plutôt sur le mode de la poésie et de l'errance. Donc j'ai conçu un tournage en Écosse, enfin en Normandie d'abord, puis en Écosse, en noir et blanc, où les images seraient très contrastées. Donc j'ai utilisé cette fameuse pellicule son, dite orthochromatique, qui ne fait que 6 ASA. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, 6 ASA, c'est absolument catastrophique. C'est-à-dire qu'il faut énormément de lumière si on veut voir quelque chose sur la caméra. Et en général, le résultat, c'est les images sont ou toutes noires ou toutes blanches. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est assez magique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a les images apparaissent, mais un peu comme une sorte de fantôme qui se révèle, soit en noir sur fond blanc, soit en blanc sur fond noir. C'est comme un travail au trait. C'est extrêmement expressionniste, c'est très intéressant.
Et alors j'avais accepté le principe, bien que la pellicule, on tournait en pellicule à l'époque, c'était en 35 mm, la pellicule coûte cher, le traitement en laboratoire coûte assez cher aussi, mais j'avais choisi ce luxe de tourner en sachant que peut-être certaines images seraient toutes noires ou toutes blanches et que celles qui ne le seraient pas, un peu comme une opération alchimique, seraient les images réussies qu'il faudrait monter dans le film. Et donc j'ai embarqué ma comédienne Agathe Vanier, qui jouait déjà dans l'Univarium Les Écrans Déchirés, plus un opérateur qui est un jeune opérateur, Pascal Lapérouza, que j'avais rencontré avec Philippe Garrel, parce qu'entre-temps, j'ai quand même été assistant de Philippe Garrel sur 2 ou 3 de ses films, et son assistant cadreur, Pascal Lapérouza, qui était assez sympathique, le frère de Jérôme Lapérouza, qui lui est réalisateur. On est partis tous les 3 dans ma coccinelle Volkswagen, en Écosse, selon le principe du road movie, c'est-à-dire que chaque jour on s'arrêtait dans un village ou dans un port, et on filmait en fonction des décors. C'est-à-dire que la création se passait, était pour le coup réellement plastique, et on ne racontait aucune histoire, c'était juste un traitement poétique d'un décor, d'une situation, d'un personnage, lesquels étaient censés faire des évocations finalement poétiques. Le tout avec une voix, la voix d'Antonin Artaud, dont j'avais retrouvé cette émission célèbre aujourd'hui, mais qui était plus rare à l'époque, et qui s'appelle Pour en finir avec le jugement de Dieu, et une autre émission qui s'appelle Aliénation imaginoire, qu'un ami m'avait donnée, et donc dans le film, de temps en temps, au milieu de la musique, surgit cette voix un peu nasillarde et assez incroyable d'Antonin Artaud, qui profère, enfin si on connaît l'émission, des choses contre Dieu, contre les Américains, voilà. Et qui est absolument extraordinaire. Alors, ces images noir et blanc, un peu folles, la voix d'Artaud totalement hallucinée, ça donne un film carrément mystique. Donc ça, c'était assez amusant. Alors ce film-là est sorti en salle, dans les salles de Frédéric Mitterrand, qui à l'époque avait le cinéma olympique, puis ensuite Olympique Entrepôt. Et donc Frédéric Mitterrand a sorti le film chez lui, et ça a permis d'avoir une première sortie un peu commerciale, avec des projections de presse, des articles. Et là, le film a été quand même assez bien accueilli dans l'ensemble. Je veux dire que 70% des critiques étaient bonnes, et ça, c'était assez encourageant. Donc là aussi, j'ai refait beaucoup de festivals. J'ai pu aller à New York montrer le film à Columbia University. J'en ai profité pour aller à Los Angeles, où j'ai rencontré là-bas Agnès Varda, qui habitait à Los Angeles, sur la place de Venise à l'époque. Jacques Demy aussi, Barbet Schroeder, qui était là-bas. J'ai rencontré Roger Corman, j'ai rencontré des producteurs de United Artists, de Orion Pictures. Enfin, c'était assez excitant parce que d'un seul coup, j'avais un pied en Amérique, et évidemment, les États-Unis font figure toujours d'un nirvana un peu idéal pour un metteur en scène. Ceci dit, comme on le sait, la côte ouest, Los Angeles, c'est les studios hollywoodiens, donc il y avait peu de chances qu'ils soient intéressés par ma démarche, bien qu'à l'époque j'avais déjà l'idée d'adapter un Tintin au cinéma. Ça aurait été assez amusant, j'avais envie d'adapter notamment L'île Noire, qui me rappelait, parce que quand j'ai tourné Le Rouge de Chine, il y a une île en Écosse qui s'appelle Black Island, qui a dû inspirer Hergé, je pense. Donc j'avais l'idée peut-être de faire un Tintin en Amérique, enfin je veux dire, le tourner en Amérique, mais à l'époque les Américains ne connaissaient pas tellement Tintin, et puis j'avais sans doute pas le bagage nécessaire derrière. Aux États-Unis, il est bon d'avoir fait une école de cinéma, c'était pas mon cas, et en plus le cinéma qui m'intéressait moi était plus un cinéma underground, indépendant, et qui se tourne davantage à New York. Donc je suis retourné à New York, et là-bas j'ai rencontré aussi pas mal de gens. Mais les États-Unis, comme on le sait, il faut une carte verte pour travailler là-bas, il faut vraiment décider de devenir américain. Ce qui, moi, n'était pas franchement mon envie non plus à l'époque. Voilà. Donc ça a été un voyage assez intéressant, mais qui ne s'est pas concrétisé sur un plan cinématographique, autre que celui de montrer mes films là-bas.
Voilà, donc je suis revenu en France et là, j'ai eu envie de tourner des courts-métrages, c'est-à-dire en me disant que, bon, bah là, ayant fait mes preuves avec de longs, c'était peut-être le moment de faire des films avec un peu plus de moyens, mais sur des durées plus courtes, et d'utiliser ce format court qui s'approche de la nouvelle pour l'écrivain. Et là, j'ai tourné plusieurs courts-métrages. Il y a eu Nature morte, qui était un film sur les figurants de cinéma, assez marrant, très tendre et cruel à la fois sur la position du figurant de cinéma, qui est un métier difficile. Beaucoup de gens qui rêvent de faire du cinéma se disent que en étant figurant, bah, c'est peut-être le moyen de passer devant la caméra, mais ce qui est totalement illusoire, parce que souvent un figurant, quand il n'est pas noyé dans la foule, est assis à une terrasse de café au fond, et en réalité personne ne s'intéresse à lui. Donc c'est totalement illusoire de croire qu'en étant figurant, on va devenir un jour vedette. Mais enfin bon. Donc je m'étais penché sur cette question du figurant qui m'avait interpellé parce que j'habitais à l'époque, donc c'était en 77, Chambre de Bonne à Paris, dans le 15e. Il n'y avait pas d'ascenseur, il fallait monter à pied, etc. Mais j'avais annoncé mon film en tournage quand même. Enfin, il s'agissait du Rouge de Chine à l'époque. Et à l'occasion de la préparation du Rouge de Chine, énormément de figurants venaient jusque dans le 15e, jusqu'au 6e étage, frapper à ma porte pour voir s'il n'y avait pas du boulot pour eux. Alors c'était surréaliste parce que c'est arrivé une fois, deux fois, mais après c'était régulier et même un peu emmerdant. Donc j'avais des figurants qui débarquaient à n'importe quelle heure, y compris à 9h du matin ou à 8h du soir, avec leurs valises pleines de costumes, en expliquant qu'ils pouvaient jouer un flic, un majordome, un homme respectable en smoking. Enfin bon, c'était très, très rigolo et je trouvais ça tellement décalé et surréaliste. Je me suis dit finalement, ces gens-là ont envie de faire du cinéma comme moi j'ai envie d'en faire aussi. Utilisons-les, donnons-leur pour une fois l'occasion d'être en premier plan devant la caméra. Donc c'est un film sur eux, où ils sont en gros plan, où ils s'expriment et où ils lisent le texte qu'ils ont envoyé au dos de leur photo, qui est à la fois toujours le même et chaque fois différent, puisque chacun s'exprime avec ses propres mots. Mais en gros, ça donne, je mesure 1m75, j'ai les yeux bleus, j'ai une 204 break et tous les costumes d'une garde-robe. Alors c'est assez amusant parce que quand les figurants se succèdent comme ça les uns derrière les autres, ça donne un phénomène de différence et de répétition justement assez cocasse. Alors c'est un petit film de 8 minutes, c'est court, mais j'avais réussi à le vendre avant un long métrage dans les salles, Gaumont, et le film donc a été distribué aussi. Voilà. Et beaucoup de gens adorent ce film Nature morte, qui date de 78 et qui est un petit bijou de cruauté. Voilà, alors après j'ai fait un autre court-métrage qui s'appelle Frankenstein, dans lequel je joue. Il faut dire que dans le Rouge de Chine, je joue aussi. Comme on était parti à 3 dans une voiture, du coup, je m'étais retrouvé l'acteur principal du film avec la comédienne. Et dans Frankenstein, je joue aussi le personnage. Alors là, Frankenstein, c'est parce que j'avais appris qu'il existait en Allemagne un village qui s'appelle réellement Frankenstein. Alors, ça m'a intrigué, j'ai envie l'Allemagne, c'est pas très loin de la France, donc un week-end, je prends ma voiture et je fais 400 km et je trouve ce petit village qui s'appelle Frankenstein. Et qui est très amusant parce que c'est un village où il y a une petite gare charmante, mais où les trains s'arrêtent que la nuit. Il y a un cimetière absolument gigantesque pour un village où il y a une trentaine de maisons. Il y a 400 tombes, donc c'est un peu étrange. Il y a un château en pierre rouge parce que la pierre de la région est rouge, donc le château a été construit avec ces pierres rouges. Donc il y a une ruine de château qui domine la vallée dans les hauteurs, en pierre rouge, comme si le sang avait souhaité des pierres. Enfin bon, on est dans un univers comme ça, où ce village réel peut assez facilement basculer vers un univers un peu à la Edgar Poe. Voilà, donc j'avais imaginé l'histoire d'un jeune auteur dramatique qui, passant dans ce village, disparaît et donc une jeune enquêtrice vient pour essayer de retrouver sa trace. Voilà. Donc le principe du scénario était assez minimaliste, mais ça permettait en tout cas de montrer ce village qui existe bel et bien et de permettre aux spectateurs de voir à quel moment ce village réel peut déraper peut-être vers une certaine fantasmagorie.
Voilà, donc ça c'est un film de 12 minutes, mais qu'on a tourné en cinémascope, parce que ça c'est un format quand même assez génial, le cinémascope, en couleur, et film qui a été vendu à la télévision à l'époque à France 2, qui a montré le film. Voilà. Donc je me mets à tourner assez régulièrement finalement, mais chaque fois quand même dans les difficultés financières certaines, puisque je n'avais pas de producteur, qu'avoir des aides a toujours été une chose assez difficile, et que tous ces films que j'ai finalement alignés les uns derrière les autres se sont faits avec, en ne payant personne, avec un peu d'argent gratté à droite et à gauche. Voilà, enfin, encore une fois, comme un artiste peintre qui, finalement, n'a besoin que d'une toile et d'un pinceau pour faire exister son œuvre. Alors, c'est assez difficile parce que c'est une position qui, forcément, vous marginalise un peu, mais en même temps, ça permet aussi de créer et de faire ses films, et ce qui est quand même, à mon avis, le plus important. Voilà, donc après Frankenstein, j'ai fait 2 films de commande pour la Gaumont, justement, qui à l'époque faisait réaliser à beaucoup de réalisateurs, de jeunes réalisateurs, des magazines, donc c'était des petits documentaires sur des sujets divers et variés. Moi, j'avais proposé un documentaire sur le catch, et parce qu'à Angers, ma ville natale, il y avait une salle de catch, donc je connaissais un petit peu, l'histoire du catch m'amusait beaucoup. Et en plus, un des figurants qui jouait dans Nature Morte était catcheur. Je crois que c'est par lui que j'ai eu l'idée de faire ça. Donc là, le magazine Gaumont m'a payé pour tourner ce petit documentaire de 7 minutes. J'en ai fait ensuite un deuxième sur les animaux qui sont dressés pour jouer dans les films, ce qu'on appelle les animaux acteurs. Il y avait une école de dressage d'animaux pour le cinéma à l'époque qui s'appelait l'IDEC. Alors ça m'a fait beaucoup rire parce que l'IDEC, comme on le sait, c'était le nom de l'école de cinéma à l'époque, l'Institut des hautes études cinématographiques, l'IDEC, qui est devenu aujourd'hui la FEMIS. Et là, l'IDEC, en l'occurrence, c'était l'Institut d'éducation canine. Donc c'était assez rigolo. Et donc j'ai tourné à l'IDEC, l'Institut d'éducation canine, à côté de Paris, à Livry-Gargan. Ce film sur des tigres qu'on a rendus gentils, qu'on peut dresser facilement, sur des singes, des chimpanzés. Il y en avait un qui avait joué dans un film avec Jacques Dutronc, je crois que ça devait être Violette et François. Et puis il y a des serpents, il y a qu'est-ce qu'il y a encore, des chiens évidemment, les chiens lourds, un Tintin, etc. Donc c'était assez amusant. Et ça, ce film s'appelle Star à 4 pattes. J'ai essayé de l'appeler Star à poil et à 4 pattes, ça m'aurait bien fait rigoler, mais bon, Décide Gallard, qui dirigeait la collection, trouvait qu'à poil c'était peut-être un peu trop, donc c'est resté Star à 4 pattes. Voilà, qui est quand même assez marrant aussi. Alors là, Star à 4 pattes, c'est Michael Lonsdale qui fait le commentaire. C'est toujours un plaisir d'entendre la voix de Michael. Et le catch, c'était Claude Darget, qui lui d'habitude faisait la voix de La vie des animaux, qui était une émission célèbre à l'époque, qui passait à la télévision sur les animaux. Mais là, c'est lui, comme il faisait aussi un peu de sport, et il commentait parfois des émissions sportives. J'avais eu le plaisir de travailler avec Claude Darget, qui était un homme assez connu à l'époque de la télévision. Voilà, après je décide de faire un portrait de Paris. Et même j'aurais voulu faire un portrait de Paris, Londres et New York, en scope noir et blanc, filmer ces 3 capitales, dans des situations, des moments de la ville assez quotidiennes, assez quotidiens, comme par exemple les balayeurs des rues, les voitures qui font les poubelles, etc. Bon, la circulation, et puis mélanger les 3 villes pour en créer une nouvelle imaginaire qui aurait été une espèce de ville, comment dire, patchwork entre Paris, Londres et New York. Alors j'ai commencé à tourner à Paris. Il y avait Jacques Bonafé, un comédien que j'aimais beaucoup déjà à l'époque, qui commençait, qui joue dans le film. Et puis là, pareil, impossible après de trouver l'argent pour aller plus loin, pour aller faire les autres volets à Londres et à New York. Donc le film finalement est resté sur Paris. C'est devenu un court-métrage de 4 minutes qui s'appelle Les Paris du cœur et qui est devenu plutôt une sorte de clip avec une chanson de Charles Trenet qui s'appelle Le cœur de Paris. Voilà, donc c'est assez joli, c'est en noir et blanc, on voit le Paris de l'époque, parce que ça a été tourné en 81. Mais bien évidemment, c'était un projet un peu avorté par rapport à ce que ça aurait dû être.
Ensuite, non, juste avant, j'avais donc noué des liens d'amitié et de sympathie avec Jacques Robiol. Et Jacques Robiol, qui à l'époque avait du mal à trouver de l'argent pour tourner, un jour on va en week-end chez mes parents à Angers, dans la maison, ils n'étaient pas là. Et à l'occasion de ce week-end, on a l'idée, Jacques dit, tiens, ici on faisait un film ici. Et on imagine au cours de ce week-end un petit film un peu en forme d'hommage au film de la Hammer. Vous savez, la Hammer, c'est ces films en noir et blanc des années 50, les Dracula, les Frankenstein et autres zombies de Terence Fisher, entre autres. Et on imagine, parce qu'il y avait une vieille maison à côté de chez mes parents, une ancienne léproserie, très belle d'ailleurs, avec des croisées un peu de la Renaissance, mais qui était un peu en train de devenir une ruine. Donc on imagine que cette maison peut abriter un fantôme, et on écrit en un week-end une petite histoire, un petit conte fantastique comme ça, basé sur un thème assez connu, qui est le thème de la jeune fille qui fait du stop, qui en réalité est un fantôme et qui, au virage suivant, disparaît de la voiture. Et on joue tous les deux, Jacques Robiol et moi, le rôle de ces deux clochards qui habitent la vieille maison et qui vont découvrir l'existence de ce fantôme dans la maison. Et donc on se déguise en clochard, lui et moi, on fait venir quelques techniciens de Paris, on réunit une petite équipe, on est une dizaine de personnes, et on trouve un producteur qui veut bien nous donner 5000 francs à l'époque pour tourner le film. 5000 francs, ça correspondait en fait à l'argent de la régie, c'est-à-dire à la nourriture, au prix des billets de train, à peu près, quoi. Et donc on fait venir une jeune comédienne pour jouer le fantôme, une fille qu'on avait rencontrée à la Cinémathèque, et puis cette petite équipe technique d'une dizaine de personnes, voilà, qu'on loge dans un accueil à côté. Il y avait une sorte de maison de la jeunesse, enfin d'accueil de jeunes, juste à côté, pas très cher, donc on installe tout le monde là et on commence à tourner. Et puis alors là, il faut savoir que Jacques Robiol est un metteur en scène un peu fantasque, qui... Langlois l'appelait le facteur cheval du cinéma, justement. C'est-à-dire qu'il fait des films très indépendants, comme je l'expliquais, avec ses copains, avec pas grand-chose, mais en même temps, lui, dans son esprit, il croit qu'il va faire un film à la Stanley Kubrick. Ce qui, évidemment, n'est pas le même genre de budget. Et alors, ça donne des résultats très étranges, et surtout, ça crée beaucoup d'hystérie sur le film. Alors que moi, je suis en général assez calme parce que j'essaie de dominer la situation et que je pense que l'hystérie n'arrange pas tellement les rapports entre les gens. Mais lui, Jacques, fait partie de ce genre de metteur en scène qui crie sur les plateaux, hurle après les gens, etc., pensant que cette autorité va gratifier sa position. Ça peut marcher un jour ou deux, mais au bout d'un moment, forcément, ça crée des tensions dans une équipe et ça n'arrange pas les choses. Donc ce tournage... était interminable, il y avait des séquences assez difficiles, on devait tomber nous dans une mare à côté de la maison, tremper dans la mare, etc. L'équipe technique, on a vite un peu marre que ça traîne. Et puis surtout, l'argent filait, c'est-à-dire qu'on avait un certain budget pour nourrir et héberger tout le monde dans cet accueil. Et puis, au bout de 5 jours, il n'y avait plus d'argent, donc il aurait fallu que le film soit terminé. Mais Jacques... il a tellement de plaisir à tourner qu'il faudrait que ça ne s'arrête jamais, quoi. Donc là où on pourrait faire 3 prises, il en fait 15, et puis il a des nouvelles idées, il rajoute des choses, etc. Ce qui fait que j'avais permis un peu à ce film de se faire, on l'avait conçu à deux, écrit le scénario à deux, on voulait le co-réaliser, mais très vite, Jacques Robiol a pris les choses en main et c'était impossible de faire valoir mon propre point de vue à ses côtés. Donc c'est ce qui explique qu'à la fin, c'est lui qui a signé le film. Et il me l'a dédié généreusement et gentiment, mais enfin, disons que je ne suis pas officiellement l'auteur de ce film, bien que j'en ai été largement au départ avec lui. Et alors, pour l'anecdote, aujourd'hui assez drôle, mais qui à l'époque ne l'était pas, donc comme je l'expliquais, au bout de 5 jours, il n'y a plus d'argent, mais le film n'est pas terminé. Donc on continue quand même à tourner, en sachant très bien, Jacques Robiol, moi et les quelques personnes qui sont là,
que 3 ou 4 jours plus tard, il faudra payer cet accueil et le reliquat du coût du séjour. Alors le film finalement se termine, les gens rentrent à Paris et on se retrouve, Jacques Robiol, moi et son fils, dans le fameux accueil, en se demandant bien comment on va payer la note. Alors là, c'est très problématique. Donc du coup, Jacques a eu une idée, il a laissé son fils en otage dans l'accueil et on est remontés tous les deux à Paris pour essayer de trouver un petit peu d'argent pour payer la note. Voilà. Donc tout ça est assez rigolo à raconter aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Et c'était un peu problématique. Voilà, d'autant plus que le film... alors le film a été invité à Cannes à, je crois, la quinzaine des réalisateurs dans la section court-métrage, mais je pense qu'il n'a jamais été distribué ni en salle ni à la télévision, pour une simple raison, c'est que le film fait 17 minutes et que les courts-métrages en première partie, en général, doivent faire 4, 5, 6 minutes au maximum, et que 17 minutes, il n'y a jamais la possibilité de placer un court-métrage de 17 minutes avant un long. Et ça, Jacques Robiol le savait, mais encore une fois, il s'en est fichu complètement. Et on s'est tous retrouvés un peu avec ce film sur les bras, et y compris le producteur qui a dû quand même dû rallonger un peu la sauce pour payer le laboratoire après. Voilà. Enfin ça, c'est pour vous expliquer, c'est amusant à raconter parce que le cinéma, c'est aussi ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser. On peut faire des films avec très peu d'argent, mais il faut que ce très peu d'argent corresponde à ce qu'on va faire. On ne peut pas faire un film cher avec très peu d'argent. Et ça, il y a des gens comme... faire un film, il ne faut pas simplement du talent, il faut des talents, parce qu'il faut tous les talents. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement être génial, il faut à un moment donné aussi avoir le talent de gérer une équipe, avoir le talent de tenir un budget, avoir le talent de trouver ce qu'il faut comme sous pour compléter ce qui manque. Mais on ne peut pas se mettre dans des situations irréversibles, parce qu'à ce moment-là, c'est catastrophique. On se retrouve avec des films qui ne se finissent pas. Voilà, c'est arrivé même à quelqu'un d'absolument extraordinaire qui est Orson Welles, qui plusieurs fois dans sa carrière s'est retrouvé avec des films qui étaient inachevés parce qu'il a manqué de l'argent à l'appel dans tous les sens du mot. Voilà.